Moi, aujourd'hui, je paie environ $3 000 de loyer par mois aux États-Unis. La maison dans laquelle je vis actuellement, si je voulais acheter quelque chose d'équivalent dans ma zone, je serais probablement autour de $6 000, $6 200 par mois, tout compris. Et pourtant, je pourrais acheter, mais je ne le fais pas. Je continue de louer mois après mois. Et quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un pour me dire, mais Yazid, tu jettes à $3 000 par mois dans le vide. Au moins, si tu achètes une maison, la maison est à toi. C'est exactement comme ça que je pensais aussi, que je raisonnais aussi. Jusqu'au jour où j'ai commencé à regarder tout le calcul. J'ai mis les chiffres, pas seulement le paiement de la maison, parce qu'il y a un coût qu'on oublie toujours, presque toujours. Et quand tu ne le calcules pas, ce coût justement, ta maison peut te coûter beaucoup plus cher que ce que tu crois. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes chiffres à moi, pas pour te dire n'achète jamais de maison, ce serait ridicule. Je vais juste te montrer pourquoi, dans certaines situations, louer et investir la différence peut être beaucoup plus intéressant financièrement que d'acheter tout de suite. Et après, tu fais ton propre calcul à toi-même basé sur ta situation. Il y a une phrase qu'on entend tout le temps. Louer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, surtout chez nous. Tu arrives aux États-Unis, tu commences à bien gagner ta vie. Il faut la maison, directement. Parce que la maison, c'est une preuve, c'est un peu la preuve que tu as réussi. Et je comprends complètement ça. Je peux comprendre un peu. Ok, c'est relatif. Le problème, c'est qu'on mélange deux choses. Le désir d'avoir sa maison et le calcul financier. Ce n'est pas la même chose. Tu peux acheter une maison parce que tu veux de la stabilité, parce que tu veux que tes enfants restent dans la même école, parce que tu veux refaire ta cuisine comme tu veux, parce que tu veux ton jardin. Tout ça, ce sont des raisons. C'est relatif. Mais dire automatiquement, j'achète, donc j'investis, je loue, donc je perds de l'argent, là non. Le calcul n'est pas aussi simple, les amis. Regarde mes chiffres à moi. Aujourd'hui, en 2026, j'ai déjà fait le calcul avec une banque. Loyer environ $2 950 par mois. Donc, arrondissons ça à $3 000 pour faire les calculs simples, ok? Si j'achète une maison équivalente, même en square footage, même en surface, même nombre de chambres, le basement, le sous-sol actuellement dans lequel je suis, où je fais cette vidéo, si j'achète une maison équivalente, environ 6 000 à $6 200 par mois, ok? Et quand je dis $6 000, je ne parle pas seulement du mortgage, du prêt immobilier. Tu as le prêt, tu as la property tax, les taxes foncières, éventuellement le HOA, tu as ça, tu as l'assurance qui va avec, et puis il y a tout ce qui arrive après. Le chauffage qui tombe en panne, par exemple, c'est toi. Le toit qui fuit, c'est toi. La plomberie, encore toi. Ne pense pas que des trucs comme ça n'arrive pas. Aux États-Unis, c'est recommandé de mettre 1% de la valeur de ta maison chaque année. Ok? Si ta maison coûte 600 000, 1%, tu es déjà à 6 000, n'est-ce pas? Si les calculs sont bons. 6 000, tu dois mettre $6 000 de côté chaque année pour les réparations de ta maison. C'est ce qui est recommandé. Donc, plomberie, encore toi. Quand je loue et que quelque chose casse, devine quoi? J'appelle le propriétaire. Ça aussi, ça a une valeur. Donc, déjà dans mon cas, 6 000 moins 3 000, ok, j'ai environ $3 000 de différence chaque mois. Et ça, c'est là que la conversation devient intéressante. Parce que la question n'est pas seulement est-ce que tu loues ou est-ce que tu achètes? La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais avec la différence là entre l'achat et la location? Parce que si tu loues à $3 000 et que les 3 000 restants, tu les dépenses au restaurant, en voiture, en vacances, mon ami, ton plan ne va pas marcher. Là, oui, probablement que l'achat aurait été meilleur pour toi parce que au moins ça t'aurait forcé à construire quelque chose. Mais si tu investis réellement la différence, là, le calcul, il n'y a pas match, comme on le dit. Le calcul change complètement. Et il y a encore autre chose, la compte. Disons que pour acheter, ok, je mets $60 000, 10%. Ok, ces $60 000 ne disparaissent pas évidemment. Ils deviennent de l'équité dans ma maison. Mais ils ne sont plus disponibles pour faire autre chose non plus. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et c'est ça qui m'intéresse. Disons simplement que je prends ces $60 000 et que je les investis dans la bourse. Pour l'exemple, on utilise un ETF S&P 500 et je prends 7% par an comme hypothèse long terme. Je pars même dans votre sens, disons même 7%, mais on sait que les ETF du S&P 500, c'est environ 10%. Mais partons avec le plus bas, 7%. Pas parce que la bourse va obligatoirement me donner 7%. Personne ne sait ce qu'elle va donner, mais sous-entend déjà que le S&P 500 existe. En moyenne,
ça nous ramène à 10%. Vous pouvez regarder sur Google. Ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Donc, allons avec cette hypothèse pour faire le calcul. 60 000 dollars placés à 7% pendant 15 ans, ça donne environ 165 000 dollars, ok? Sans ajouter un seul dollar. Tu mets les 60 000 et tu n'ajoutes rien dessus. Dans 15 ans, tu récupères 165 000 dollars. Maintenant, prends mes 3 000 dollars de différence chaque mois, ok? Si je n'achète pas et que je loue, j'ai 3 000 dollars de différence. Si cette différence est investie tous les mois dans le S&P 500, ok? J'achète un ETF du S&P 500 pendant 15 ans avec la même hypothèse. Là, on ne parle même plus de 200 000 dollars. On se rapproche de 950 000 dollars. Oui, presque 1 million de dollars. Et avec les 60 000 dollars du départ, tu dépasses théoriquement le million. Maintenant, attention. Je ne suis pas en train de te dire, voilà, louer te rend 1 million de dollars plus riche qu'acheter. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce serait faux. Parce que pendant ces 15 ans, le propriétaire de ta maison construit aussi de l'équité. Sa maison peut prendre de la valeur. Son prêt se rembourse. Et son paiement peut être beaucoup plus stable que ton loyer. Donc, il faut comparer les deux côtés. Mais est-ce que tu vois déjà le problème ou pas? Quand les gens disent, le loyer, c'est perdu, ils regardent seulement une colonne. Moi, je veux regarder les deux. Je veux avoir les idées claires. Et là, je sais déjà ce que certains vont écrire dans les commentaires ou bien qu'ils pensent dans leur tête. Oui, mais au moins quand tu achètes une maison, à la fin, tu as une maison. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne suis pas anti-maison. Mais quand tu investis ton argent aussi, l'argent aussi te revient. Quand tu dis que à la fin de la maison, tu vas laisser à tes enfants, oui, tu vas laisser à tes enfants, mais tu vas laisser cette maison à tes enfants avec les dépenses qui vont avec. Mais par exemple, tu peux léguer aussi la bourse aussi à tes enfants. Donc, on va pas entrer dans ces débats-là. Je vais probablement acheter une maison moi-même à un moment donné dans le futur. Mais je ne sais pas si c'est un futur proche ou bien un futur lointain. La question pour moi, c'est quand? Pas est-ce qu'une maison est mauvaise? Parce que ce serait stupide, bête, je dirais. La question c'est, est-ce que c'est maintenant la meilleure utilisation de mon argent? Ça, ce n'est pas la même question. Parce que si acheter me fait passer de 3 000 à 6 000 dollars par mois, ça me vide une grosse partie de mon cash, peut-être, ok? Et m'empêche derrière d'investir dans ma retraite, dans mes business, dans la bourse ou autre chose. Je ne suis pas sûr que je sois plus riche juste parce que j'ai les clés d'une maison. J'ai une maison, certes, mais j'ai beaucoup moins de flexibilité. Et je pense que ça, c'est particulièrement important quand tu viens d'arriver aux États-Unis ou en Occident. Parce que on veut aller vite, surtout aux États-Unis. Tu veux la bonne voiture, la belle maison. Tu veux montrer à la famille, au pays que ça y est, que tu as réussi. Je connais ce sentiment. Mais parfois, tu peux être house rich and cash poor. Tu as une belle maison, mais chaque mois, tu es étranglé financièrement. Tu ne peux plus investir, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus prendre de risques sur ta propre vie. Tu ne peux plus changer de travail aussi facilement. Tu ne peux pas supporter 6 mois sans salaire. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux être libre. Je préfère être liquide et avoir des options. Après, quelqu'un d'autre peut faire le calcul et arriver exactement à la conclusion inverse. Et c'est très bien. We can agree to be wrong, okay? We can agree to disagree, I mean to say. Moi, acheter commence à devenir beaucoup plus intéressant si plusieurs choses sont réunies. Déjà, je sais que je vais rester longtemps au même endroit. Parce que si tu achètes et que 2 ou 3 ans après tu dois revendre, les frais peuvent te faire très très mal. C'est pas moi qui le dis. Les statistiques sont là. Et les statistiques disent actuellement que si tu vends ta maison sous 5 à 7 ans, ok, la maison que tu as achetée, si tu la revends dans 5 à 7 ans, tu es en perte. C'est pas moi qui l'ai dit. Regardez sur Google. Ensuite, le paiement total de la maison ne détruit pas mon cash flow. Ça, c'est une autre raison pour acheter. Je peux continuer à investir même après avoir acheté. Ça aussi, c'est une autre raison. Je garde une vraie réserve de cash. Et surtout, j'achète parce que ça correspond à ma vie. Pas parce que quelqu'un m'a dit qu'à 35 ans, il faut absolument être propriétaire. Ça, je m'en fiche de la vie des autres. Les calculs, les chiffres ne mentent pas. Tant que les chiffres disent quelque chose, c'est ça je suis. Si je ne sais pas encore où je veux vivre dans 5 ans, je loue. Si acheter me coûte presque 2 fois mon loyer, je regarde très sérieusement les chiffres avant d'acheter. Les gars, je vous parle des chiffres chaque fois. Si la compte vide quasiment mon compte en banque, je n'achète pas juste pour dire que je suis propriétaire. Et surtout, si je loue, j'investis réellement la différence. Parce que tout ce que je dis là, ok, tout ce que je viens de t'expliquer ne sert à rien si tu ne fais pas ça. C'est ça la discipline dans cette stratégie. Louer moins cher ne suffit pas. Il faut que l'argent économisé travaille quelque part. Sinon, le plan ne va jamais marcher. Donc, fais ça. Pas besoin de rendre ça compliqué du tout. Prends ton loyer actuel.
Ensuite, regarde combien te coûterait réellement la maison que tu voudrais acheter. Ne regarde pas le mortgage qui est affiché sur Zillow ou quoi que ce soit. Regarde tout. Le mortgage, le property tax, l'assurance, le HOA s'il y en a. Tu peux aller même près d'une banque pour qu'on te fasse le calcul. Tu choisis une maison, tu leur dis que tu vas acheter telle maison, on te fait le calcul. Et tu verras combien ça va te coûter. L'entretien. Ensuite, regarde combien tu dois mettre au départ. Le down payment, le dépôt de garantie, le closing cost. Il y a des frais partout quand on veut acheter des maisons. Puis pose-toi une question toute simple. Si je ne mets pas cet argent dans la maison, qu'est-ce que je vais réellement en faire? Pas qu'est-ce que je pourrais faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que il y a une énorme différence entre les deux. Et ensuite, tu compares les deux scénarios sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Là, au moins, tu prends une décision avec des chiffres, pas avec l'émotion. Donc, moi, aujourd'hui, je loue et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Je ne suis pas pressé d'acheter une maison juste pour pouvoir dire, ça y est, je suis propriétaire. Quand les chiffres auront du sens pour mon cas, je vais acheter. Et si demain mes chiffres changent et que l'achat devient clairement meilleur, j'achète. C'est tout. Je n'ai aucune religion sur propriétaire contre locataire. Je veux juste que l'argent travaille au maximum pour moi et que les chiffres aient du sens. Et franchement, c'est ça que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Ne prends pas une décision de plusieurs centaines de milliers de dollars avec une phrase comme louer c'est jeter de l'argent par la fenêtre ou quoi que ce soit. Fais le calcul. 1 plus 1, c'est toujours égal à 2. Peu importe mon avis, peu importe l'avis de quelqu'un d'autre. Et si ce genre de calcul t'intéresse, c'est justement ce qu'on fait dans Money School. Investissement dans la bourse américaine, la bourse africaine, comment gérer ton argent, comment réfléchir à ce genre de décision sans simplement répéter ce qu'on nous a appris. Le lien est dans la description ci-dessous. Moi, cette façon de regarder mon argent, ça m'a beaucoup aidé. Énormément. Alhamdulillah. Bon, peace. I'm gone.